Bien, bonjour à tous. Alors, on commence par notre petit rappel habituel, et c'est vous qui allez travailler, comme d'habitude. Donc, on a vu la dernière fois, on est dans Brentano. On a vu que Brentano cherchait à mettre la psychologie sur la voie d'une science exacte. Pour ça, il définit l'objet de la psychologie. Qu'est-ce que c'est l'objet de la psychologie? C'est les états mentaux. On a vu qu'il proposait un critère de définition du mental, l'intentionnalité, la caractéristique qu'ont les états mentaux de porter sur d'autres objets qu'eux-mêmes. On a vu différents problèmes que posait l'intentionnalité, notamment dans les cas d'hallucination, d'erreur, et différentes étapes dans la pensée de Brentano à cet égard. Et puis, on s'est intéressé la dernière fois à la conscience chez Brentano. Alors, vous allez m'aider à finir ce rappel. Pour commencer, question, est-ce que pour Brentano, tous les états mentaux sont conscients ou est-ce qu'il y a des états mentaux inconscients? Oui, allez-y. Oui, redites-moi votre prénom, pardon. Charlotte, allez-y, Charlotte. Oui, ils sont tous conscients, très bien. Il n'y a que des états mentaux conscients chez Brentano. Est-ce que ça n'implique pas une régression qui est du type, si je suis conscient de la table, alors je dois être conscient d'être conscient de la table, je dois être conscient d'être conscient d'être conscient de la table, etc., etc. Donc chaque état de conscience suppose un état de conscience d'ordre supérieur. Une régression comme ça, ce serait embêtant, ce serait une régression, ce qu'on appelle une régression à l'infini. Comment est-ce que Brentano fait pour éviter cette régression? Giacomo. Comment? Il fait appel à la réflexivité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Très bien. Donc les états mentaux pour la conscience pour Brentano, vous vous souvenez qu'il ne veut pas de ce qu'il appelle l'observation interne. Donc il ne veut pas que la conscience d'un acte, ça consiste en un deuxième acte qui porte sur le premier acte. Souvenez-vous ce que c'est qu'un acte pour Brentano, c'est un état mental. Donc ça, il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que c'est la régression dont je viens de vous parler. Ce que dit Brentano, c'est qu'il n'y a jamais d'observation interne. J'arrive à mon petit schéma. Comment est-ce que ça marche, la conscience? C'est que c'est l'acte qui est conscient de lui-même. Donc c'est ce que Giacomo vient de dire en disant il y a de la réflexivité. Okay? Donc votre état mental maintenant, vous êtes dans un état mental où vous me voyez, vous vous réjouissez, vous avez plein d'états mentaux, vous vous réjouissez d'avoir 1h30 sur Brentano, d'apprendre encore plein de choses. Cet état mental-là, il a pour objet le cours qui va venir, mais il a aussi pour objet lui-même. Okay? Donc vous vous réjouissez du cours qui va venir et vous vous réjouissez aussi de cet état mental lui-même. Alors, on va voir se réjouir ce que ça veut dire dans un instant, mais tout acte mental présente à la fois son objet, ça c'est l'intentionnalité, et lui-même, ça c'est la conscience. D'accord? Ça c'est un des coups de génie de Brentano, qu'on soit d'accord ou pas, mais c'est très bien trouvé cette manière de concilier ces deux notions d'intentionnalité et de conscience. D'accord? Parce qu'avant on avait un peu deux critères indépendants. On disait qu'est-ce que c'est que la marque du mental? C'est la propriété des états mentaux de porter sur quelque chose de distinct d'eux-mêmes. On avait Descartes qui nous disait tous les états mentaux sont conscients. On se disait comment on articule ces deux choses-là? Eh bien Brentano, il le fait de la façon suivante. D'accord? La conscience, si vous voulez, c'est toujours une double flèche. Tous vos états mentaux portent sur le monde et sur eux-mêmes. C'est joli quand même. Donc on a vu des problèmes que posait cette théorie-là. Un problème qui est souvent soulevé à l'encontre de Brentano, c'est de dire oui, mais qu'est-ce que tu fais des états mentaux inconscient? Qu'est-ce que tu fais du bruit de la pelleteuse? Aujourd'hui, on l'a pas, c'est très bien. Du bruit du moulin à eau. Leibniz dit, si vous vivez près d'un moulin à eau, alors vous entendez toujours le moulin, mais en fait, vous l'entendez inconsciemment parce que vous vous adaptez à ça et vous n'y prêtez plus attention. Est-ce que vous vous souvenez ce que répond Brentano à ce type d'objection? Est-ce qu'il est obligé de dire que... Qu'est-ce qu'il peut répondre pour rendre compte de ce cas du moulin à eau ou de la pelleteuse qu'on entend sans y prêter attention? Quelle est la distinction sur laquelle il peut jouer ici? Est-ce que vous voyez le problème pour lui? Vous avez Leibniz qui lui dit, bon, vous voyez bien que c'est un anachronisme évidemment, mais Leibniz qui ressort de sa tombe, qui va frapper à la porte de Brentano, qui dit « Hé mon vieux, t'as oublié de me lire, j'ai parlé pendant des pages entières de toutes ces petites perceptions, ces choses qu'on entend sans y prêter garde. Est-ce que ça, ce n'est pas la preuve qu'il y a des états mentaux inconscients? Okay? Qu'est-ce que répond Brentano à ça?
lui qui pense que tous les états mentaux sont conscients, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Quand vous êtes dans une situation pareille, en général, vous n'avez pas 1000 solutions, il faut faire des distinctions. Quelle est la distinction sur laquelle il peut s'appuyer? Vladimir? Je me souviens plus très bien, mais il y avait des états mentaux qui étaient voulus, ou je sais plus le terme, d'autres qui ne l'étaient pas. Alors, voulu, ce n'est pas exactement le terme, parce que Brentano ne pense pas qu'on veuille tous nos états mentaux. Hein. Vous ne voulez pas... Attention avec voulu et intentionnel, là vous me fâchez hein, si vous confondez les deux. Je vous ai répété 1000 fois, c'est la 1001e et c'est la dernière, Vladimir. Okay, intentionnel et volontaire, ça n'a rien à voir. Okay, intentionnel, pour Brentano, ça veut dire qu'il porte sur quelque chose de distinct de lui. Ça veut dire représenter, si vous voulez, référer à. D'accord ? Ce n'est pas du tout fait exprès ou voulu. Okay, de la même façon, quand on parle d'acte ici, ça ne veut pas dire une action qu'on fait et qu'on est en train. Donc, toute la terminologie de Brentano, dont il hérite en grande partie de la philosophie moderne et scolastique, elle est trompeuse à cet égard. D'accord ? Donc, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Alors, maintenant que je vous ai tensé, cela dit, il y avait quand même une petite graine de vérité dans ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une distinction entre des états mentaux. Donc, on veut comprendre le bruit du moulin, okay, qui est là à l'arrière-plan de notre, qu'on n'entend pas, mais qui est quand même toujours là. Leibniz lui dit, ça montre qu'il y a des états mentaux inconscients. Vladimir dit, ouais, mais peut-être que le bruit du moulin, il n'est pas voulu. Alors voulu, c'est mal dit, mais quelle est l'autre chose qu'on peut dire à la place de voulu ici? On veut un état mental, on veut introduire une distinction parmi les états mentaux conscients entre le moulin, on tend nos oreilles vers le moulin, et puis le moulin qui est à l'arrière-plan. C'est quoi la distinction qu'on peut faire ici? Personne? Oui, Claire. Peut-être qu'on est conscient, enfin c'est la non-conscience du produit. Enfin, on n'est pas conscient du produit. J'ai cru que vous y étiez, et puis non, pourtant, parce que là, on a juste une distinction. On a conscient, non conscient. Si on n'a que cette distinction-là, Leibniz crée victoire, il dit ouais, j'ai bien fait de sortir de ma tombe, parce que voilà, tu as oublié un phénomène mental clairement conscient, la manière dont on entend le bruit du moulin à l'arrière-plan, qui est clairement inconscient, je veux dire. Donc tu as tort, il y a des phénomènes mentaux inconscients. Justine. Alors, non, ça ne marche pas parce que tous les actes sont conscients d'eux-mêmes. Okay, donc, y a pas, la régression que je vous ai dit tout à l'heure, elle n'existe plus pour Brentano. D'accord, vous n'avez plus cette espèce d'échafaudage d'états mentaux qui porte sur des états mentaux. Vous n'avez que le premier niveau ici. Okay, donc, vous ne pouvez pas avoir certains des actes dans la longue chaîne qui sont conscients, d'autres pas. Allez, je vous laisse encore 2 secondes et je vous dis la réponse. Vous allez pester encore. Oui. Ah, l'unité de la conscience, vous voulez dire? Alors, c'est vrai qu'il y a une unité de la conscience chez Brentano, que c'est même un point important, on l'a vu brièvement la dernière fois en fin de séance, mais ce n'est pas ça sa réponse directement à ce problème-là. Okay, l'unité de la conscience, c'est comment est-ce que tous les états mentaux sont attachés dans un même flux. Okay, et ce n'est pas parce qu'il y a une substance. Redites-moi votre prénom. Francesca. Bien, vous êtes arrivé juste à temps. Vous alliez perdre lamentablement. La conscience et l'attention, c'est sur cette distinction que va s'appuyer Brentano. Okay, il va dire à Leibniz, non, retourne dans ta tombe, mon vieux, tous les états mentaux sont conscients, tu as crié victoire trop vite, c'est juste qu'il y a des états mentaux qui sont conscients, mais qui sont subattentionnels, comme on dit, qui restent sous l'attention. On n'y fait pas attention, mais ils sont là, ils sont conscients. D'accord ? Donc vous avez des états mentaux, dans le terme de Brentano, qu'on ne note pas, qu'on ne relève pas. Mais ce n'est pas pour autant que ces états ne sont pas conscients. D'accord ? Et c'est pour ça que quand vous prêtez attention à quelque chose, que je vous dis toujours la pression du dossier de votre chaise sur votre dos, vous la sentiez jusqu'à maintenant, vous la sentiez consciemment, mais vous n'y faisiez pas attention. Ça, c'est la thèse, c'est la façon dont Brentano propose de décrire ça. Okay ? Donc l'idée que tous les états mentaux sont conscients, ça n'implique pas qu'il n'y ait pas de distinction au sein des états mentaux conscients entre ceux qui occupent le cœur de notre attention, ceux qu'on note, ceux qu'on relève et ceux qu'on ne note pas. D'accord ? Bravo, Francesca. Ok, tout ça on a vu. Oui, juste, vous vous souvenez, peut-être dernier point du rappel, pardon, vous vous souvenez que cette perception interne, réflexive,
pour Brentano, elle est infaillible. On peut se tromper dans la description de nos états mentaux, parce que décrire, c'est une autre activité que de simplement être conscient, mais comme les états mentaux sont conscients d'eux-mêmes, ils ne peuvent jamais se tromper. On ne peut pas se tromper au sujet du fait qu'il nous semble que quelque chose soit le cas. Ça, c'est une vieille idée de Descartes. Enfin, vieille, ça date de Descartes. Et ça a une implication importante pour Brentano. Brentano, au début, avait le projet déjà ambitieux de dire « je veux faire de la psychologie une science exacte, au même titre que la biologie et que la physique ». Maintenant, il en arrive à un point où il dit « non seulement je vais faire de la psychologie une science exacte, mais en plus, je vais en faire la seule science qui a un fondement absolument solide et certain. » D'accord ? Parce que quand vous observez des objets extérieurs, vous pouvez vous tromper, mais par contre, la présentation interne, la perception interne de vos états mentaux, elle est infaillible. Okay ? Donc la psychologie, finalement, ça devient la reine des sciences empiriques. Ok, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce petit rappel. Est-ce que vous avez des questions sur la théorie brentanienne de l'intentionnalité de la conscience? Est-ce que tout le monde... Oui, Mel. Oui. La diapositive 77 est écrit que si l'observation interne est une voie d'accès à nos actes mentaux, nous pouvons nous tromper à leur sujet. Ah, alors attendez, 57 vous avez dit? Faites exprès, vous avez attendu que je sois au bout pour me faire revenir. 77. Le deuxième argument qui pousse Brentano à rejeter l'observation interne est que si telle était notre voie d'accès à nos états mentaux, nous pourrions nous tromper à leur sujet. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est que l'observation interne pour Brentano? Ouais. Donc l'observation interne, il y a bien la distinction observation interne, perception interne. L'observation interne, c'est le schéma par lequel j'ai commencé, où vous faites un autre acte de niveau supérieur. Comment est-ce que vous êtes conscient du fait de m'entendre maintenant? Parce que vous avez un deuxième état mental qui porte sur l'état mental de votre audition de ma voix. Okay? Et puis il en faut un quatrième. Si tous les états mentaux sont conscients, c'est là où vous avez la régression. D'accord? Brentano dit, si l'observation interne était notre moyen d'accès à nos états mentaux, alors elle pourrait nous tromper. On pourrait se tromper au même titre qu'on se trompe quand on voit les objets externes. Pourquoi? Parce qu'on a deux objets différents. Okay? Donc c'est possible que cet objet qui soit là détecte un objet qui soit là alors que cet objet ne soit pas là, que celui-ci ne marche pas, que cet acte qui soit là, pardon, que cet acte mal fonctionne. D'accord? Donc je peux avoir l'impression qu'il y a un éléphant rose quand il n'y en a pas. Il pourrait y avoir des hallucinations internes. Vous avez l'impression de m'entendre alors que vous ne m'entendez pas. Et Brentano dit ça, ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Parce que l'observation interne, ce n'est pas la manière dont on connaît nos états mentaux. On connaît nos états mentaux réflexivement, comme disait Giacomo. D'accord? Donc comme c'est l'état mental lui-même qui se présente, mais il ne peut pas s'halluciner. Okay? Quelque chose qui se présente lui-même, si je me présente à vous-même, je suis forcé d'être là. D'accord? Donc il n'y a pas d'hallucination possible au sujet des états mentaux. Ça va? C'est clair? Donc c'est pour ça que le terme d'observation est important ici. Si vous remplacez par perception interne, la phrase elle devient complètement fausse, parce que la perception interne, au contraire, elle assure qu'on ne se trompe pas. Mais si c'était l'observation, on pourrait se tromper. Or, on ne peut pas se tromper, dit Brentano, qui suit Descartes, donc ce n'est pas l'observation qui nous donne accès à nos états mentaux. Autre question? C'est bon? OK. Alors tout ça, c'était la théorie générale de Brentano du mental. Maintenant, vous connaissez ça. Vous connaissez ce que dit Brentano sur la définition des états mentaux, sur l'articulation de l'intentionnalité et de la conscience. Vous le connaissez par le cours et vous le connaissez par vos lectures. Je voulais vous prendre les livres et puis je les ai reposés comme un idiot. Bien. Alors, on a commencé à voir en fin de séance dernière, ce qui va nous occuper dans les 2 ou 3 séances qui viennent, la typologie des états mentaux de Brentano. On a maintenant la caractéristique générale des états mentaux, cette espèce d'articulation de l'intentionnalité et de la conscience. Et ce que veut faire Brentano avec ça, c'est dire maintenant je veux savoir quels sont les différents types d'états mentaux. C'est une étape importante de sa psychologie descriptive. Et on a vu que pour Brentano, il y a 3 grands types d'états mentaux qu'on va étudier aujourd'hui, la présentation, le jugement et le sentiment. Le jugement et le sentiment, ils viennent en 2 versions, l'acceptation et le rejet pour le jugement, l'amour et la haine pour le sentiment. Okay?
Je vous ai dit la dernière fois, mais je vous le redis. Est-ce que ça marche, mon histoire? Oh, regardez ça, c'est pas magnifique, ça? Ok, je vais pouvoir jouer avec ça, c'est bien. L'amour et la haine, ce sont des termes à prendre avec une forme d'astérix, parce que ce n'est pas l'amour romantique, ce n'est pas la haine viscérale, ce sont juste des termes génériques pour dire, du côté du sentiment, il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on distingue les types d'états mentaux? Souvenez-vous la citation canonique dorénavant, y compris pour vous, de Brentano, quand il introduit l'intentionnalité. Il dit on va distinguer différents types d'états mentaux par leur mode intentionnel. Cette idée de mode intentionnel, ça fait encore partie du jargon que vous devez retenir maintenant parce qu'il fait partie de la psychologie empirique et de la philosophie de l'esprit aujourd'hui encore. Qu'est-ce que c'est qu'un mode intentionnel? C'est la manière dont on se rapporte à un objet. Okay? Vous avez un objet qui est là, vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre, vous pouvez l'aimer. Tout ça, ce sont différentes manières de se rapporter à un objet. Alors, ces modes intentionnels qu'on va étudier maintenant en longueur, ils sont tels que... Donc, il y en a 3. Pardon, je reviens à ma diapo précédente. Il y en a 3. Et le plus fondamental, c'est la présentation. Si vous avez un jugement sur un objet, alors cet objet vous est présenté. Et de la même façon, si vous avez un sentiment vis-à-vis de cet objet, alors vous jugez que cet objet existe et vous avez une présentation de cet objet. Okay, donc, celui-là est le fondement de tous les autres. Okay, donc, la présentation, c'est l'attitude, le mode intentionnel ou l'attitude, on utilise ça souvent indifféremment, la plus fondamentale. Alors, on va voir ce que veut dire maintenant cette présentation. Je ne sais plus si je vous ai donné cette citation-là, mais je vous la redonne maintenant. Tout acte mental est conscient, il inclut une conscience de lui-même. Donc ça, maintenant vous avez bien compris ça. Conscience de lui-même, voyez la réflexivité. De ce fait, tout acte mental, aussi simple soit-il, a un double objet. Un objet primaire et un objet secondaire. L'acte le plus simple, celui d'entendre, par exemple, a pour objet primaire le son et pour objet secondaire lui-même, le phénomène mental dans lequel le son est entendu. La conscience de cet objet secondaire est de 3 types, ce sont les 3 modes intentionnels. Elle inclut la présentation de lui-même, une cognition de lui et un sentiment envers lui. Par conséquent, tout acte mental, même le plus simple, a 4 aspects différents sous lesquels il peut être considéré. Il peut être considéré comme une présentation de son objet primaire, comme lorsque l'acte sous lequel nous percevons le son est considéré comme un acte auditif, mais il peut aussi être considéré comme une présentation de lui-même, une cognition de lui-même et un sentiment envers lui-même. Donc, maintenant, on ajoute des flèches, si vous voulez, mais c'est toujours des flèches intentionnelles. La flèche de l'intentionnalité, là, je ne l'ai pas mise, mais elle vient aussi, cette flèche-là, en 3 types. Et la flèche de la conscience, la flèche réflexive, il y en a 3 modes de ces flèches, 3 façons de référer à un objet, okay, y compris soi-même. Et puis, le petit morceau de jargon que Brentano introduit en plus, qu'il est bon de connaître parce qu'il a quand même eu un certain impact, c'est que l'acte mental, c'est ce qu'on appelle l'objet intentionnel secondaire. Okay, pour être conscient d'un acte mental, il faut que cet acte mental porte sur un objet externe. Ça, c'est clairement dit dans le schéma brentanien. Et cet acte mental, c'est son propre objet secondaire. Okay, donc, maintenant, moi, je suis l'objet primaire de votre vision, et votre vision est son propre objet secondaire. Okay, ça, c'est la même chose que... Enfin, c'est juste un nouveau morceau de terminologie, mais vous avez si vous avez compris le schéma brentanien, c'est juste la même chose redit autrement. Bien. Et puis vous vous souvenez que pour Brentano, en tout cas en 1874, eh bien, vous avez ce réalisme indirect. Je ne reviens pas là-dessus maintenant, mais ce qui est important, c'est que nous, on est ici dans cette relation-là. Toute relation intentionnelle présuppose la conscience. Et il y a 3 modes de conscience comme de référence intentionnelle, la présentation, le jugement et le sentiment. Alors pourquoi est-ce que... C'est une question, Justine? Oui, allez-y. Ouais. Celle-là, elle vient en 3 modes. Oui. Celle qui se réfère à l'objet primaire, elle vient comment ça? Si elle vient aussi en 3 modes. Alors, en fait, vous posez une question où j'hésite et je trouve que les personnes, les commentateurs ne la posent pas assez clairement. Et Brentano lui-même, dans la citation que je vous ai donnée, il a l'air parfois de dire qu'il n'y a que cette flèche qui vient en 3.
Mais en principe, je pense qu'il faut que celle-là aussi, elle vienne en 3. Aussi, cette flèche intentionnelle-là. Hein. C'est même la plus importante en un sens, parce que là, vous avez différentes manières de vous rapporter à un objet. Maintenant, vous pouvez juste percevoir ce que je vous dis, mais vous pouvez aussi détester ce que je vous dis. Et c'est une flèche différente, d'accord ? Donc il faut que cette flèche-là, de référence intentionnelle, elle puisse aussi venir en 3 modes. Hein. Mais il y a une petite ambiguïté chez Brentano, et la question que vous posez me semble très pertinente. Et souvent, je trouve que dans les présentations de Brentano et chez Brentano, on évite un peu cette question. Donc si vous trouvez des choses là-dessus, ça m'intéresse. Voilà. Anastasia, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que ces mots sont cohérents ou Pardon, j'ai pas entendu. ces mots, ils sont cohérents présentation, après jugement, Ouais. après sentiment, ou ça peut être spontané. Est-ce que c'est... J'ai pas entendu l'adjectif que vous avez dit. Oh, comment ? Cohérent. Cohérent. Est-ce que c'est cohérent? Ça veut dire quoi? Comment ça serait une incohérence ici? Chaque seconde étape, première, présentation, jugement, sentiment. Alors, les 3 vont... La version la plus simple de Brentano, après il change un peu d'avis, mais la version la plus simple, c'est que les 3 viennent toujours ensemble. Okay. À chaque fois, au début, il dit, la perception, même dans la perception la plus ordinaire, je fais ça, vous avez entendu un son. Okay. Pour entendre un son, il faut que ce son vous soit présenté. La perception, ça consiste, on va le voir, à dire ok, ce son existe, il y avait bien un son, et forcément, vous devez aimer ou ne pas aimer ce son, même à un tout petit degré. Donc pour Brentano, dans la version la plus simple, vous avez toujours les 3 ensemble. Il n'y a pas d'état mental neutre, d'état mentaux neutre. Plus tard, Brentano dira, mais je pense que on n'a pas besoin de rentrer dans ces... enfin, je vous le mentionne, mais ce n'est pas essentiel. Plus tard, Brentano dira, ouais, en fait, je pense qu'il y a des perceptions qui sont neutres, qui sont ni des sentiments, qui n'impliquent pas de sentiments. Donc si je vous fais ça, il dit, ouais, en fait, c'est ni plaisant ni déplaisant, il y a des choses qu'on peut entendre ou voir sans les aimer ou les haïr, même à un tout petit degré. Donc ça, c'est une question, j'arrive tout de suite, Gilles. Mais vous voyez que c'est une question qui se pose et qui fait couler pas mal d'encre, en fait, à l'époque, et qui est importante, c'est est-ce qu'il y a des états mentaux qui sont ni plaisants ni déplaisants, qui n'ont pas ce qu'on appelle aujourd'hui de valence affective, des états neutres. Okay. Ça, Brentano pose clairement la question. Et lui, il prend ensuite une position, il dit, je pense qu'il n'y en a pas, et je pense qu'on confond, enfin sa première position, c'est je pense qu'on confond les états neutres avec des états un tout petit peu plaisants ou un tout petit peu déplaisants. Puis finalement, il change d'avis. Peu importe ici la réponse, enfin c'est intéressant à traiter en soi comme question, il y a différents arguments, mais au moins il pose un des grands apports de Brentano, même si on n'est pas d'accord avec ses réponses, c'est qu'il pose superbement les problèmes. Une fois, vous voyez, ce problème-là, qui est un parmi des centaines qu'il pose, après ça ouvre un débat et les psychologues essayent de comprendre ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des états mentaux qui sont neutres ou pas. Okay. Gilles. Oui, j'avais 2 petites questions. La première, c'est que quand la bulle s'appelle mentale, on entend un phénomène mental, un plan mental. Ouais, non, alors la bulle qui s'appelle mentale, vous vous souvenez, c'est que quand Brentano est réaliste indirect, le seul vraiment phénomène mental, c'est l'acte mental ici. Le règne du mental, pour ainsi dire, ici, c'est des objets physiques, Brentano dit, qui ne sont pas, quand il est réaliste indirect, identiques aux choses extérieures. Mais ces objets-là, ça c'est la couleur que vous voyez, elle n'est pas intentionnelle, la couleur que vous voyez. Elle n'est pas non plus consciente d'elle-même. Donc elle est physique dans le sens de Brentano. Mais c'est vrai que vous posez une question, vous posez une question importante, parce que en quel sens c'est mental ici? C'est pas mental dans le sens intentionnel ou conscient. Ce truc-là, c'est dans la sphère du mental. C'est là où Brentano dit que ce sont des objets immanents, inexistants, qui existent dans le mental. Mais est-ce que ces objets sont mentaux? Non. Est-ce que ce sont des choses extérieures? Non. Brentano dit que c'est des objets physiques. Okay. Une manière de dire les choses que Brentano n'utilise pas à ma connaissance, mais qui est très utilisée par les partisans de ce qu'on appelle les sense data, comme Bertrand Russell ou George Edward Moore, ça consiste à dire que ces objets-là sont des objets qui dépendent de leur perception, qui n'existent pas sans être perçus. Okay. Vous pouvez penser à ça de cette manière, je pense que c'est assez fidèle au moins à l'esprit de ce que dit Brentano, même s'il ne le dit pas explicitement en ces termes. Deuxième question, Gilles. Oui, si vous êtes un réaliste indirect, comme Brentano, c'est dur de dire ce que c'est que les choses, parce que ce n'est pas celle que vous voyez. Okay. Donc l'idée à cette époque, en 1874, dans la première version, c'est de dire derrière le voile des idées, le voile des apparences, il y a des causes physiques. On les appelle des choses, mais en fait, on ne les voit pas directement, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. Ce que je peux vous dire au sujet des choses, dirait Brentano, c'est qu'elles ont en gros les qualités premières que la perception leur donne. Les qualités premières, c'est typiquement la forme, le nombre, etc. Par contre, il faut oublier les couleurs, les sons.
Mais ça, c'est déjà chez Locke. Ça, c'est pas Brentano. Il reprend cette idée-là qu'il y a juste une ressemblance partielle entre les idées dans notre esprit et les choses extérieures. Ça va? Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on en vient maintenant à une question intéressante dans l'histoire de la philosophie et de la psychologie. Petit commentaire. Vous savez que l'histoire de la philosophie et de la psychologie, c'était la même jusqu'à récemment. En fait, nous les philosophes, si vous aviez étudié la philosophie à l'époque d'Aristote, vous auriez fait toutes les sciences. Okay, il n'y aurait eu qu'une seule faculté, qu'un seul institut, ça aurait été l'institut de philosophie. L'histoire des sciences, c'est en grande partie le fait que plein de sciences s'émancipent de la philosophie. Okay, celle qui s'est émancipée le plus tardivement de la philosophie, sans doute, c'est la psychologie. Il faut attendre le 19e siècle pour qu'on commence à avoir des facultés de psychologie. Mais avant, si vous faisiez de la psychologie, vous étudiez le De Anima d'Aristote, d'accord, ou vous étudiez Locke, etc. Je ferme la parenthèse. Une question qui intéresse toute l'histoire de la psychologie, c'est de savoir quels sont les principaux types d'états mentaux. Si vous lisez Aristote, vous avez deux grands types d'états mentaux. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui la cognition et l'appétit. La connaissance et l'appétit. L'appétit, ça inclut le désir, mais ça inclut aussi les émotions pour lui. Ça, c'est Aristote. Si vous lisez les philosophes modernes, c'est très clair chez Kant, mais c'est aussi le cas chez Locke, eux, ils utilisent une autre tripartition pour les états mentaux. Ils disent vous avez les états mentaux qui relèvent de la connaissance, comme la perception, la croyance, etc. Vous avez les émotions, les sentiments, et puis vous avez la volonté, le désir, etc. Cette distinction-là, c'est la distinction entre les choses qui ont une valence positive, les éléments affectifs, si vous voulez, et ça, c'est les éléments qui nous meuvent, qui nous poussent à agir. D'accord ? Le désir, l'intention, la volonté, la décision, etc. Tout ça, ce sont un type d'états mentaux qui nous conduisent à l'action. Donc ça, c'est une distinction que veulent faire beaucoup de philosophes modernes, qui élaborent Kant notamment, mais pas seulement. Et puis, arrive Brentano, et Brentano, on va le voir, lui, il dit non, cette distinction sentiment-volonté, moi, j'y crois pas. Tout ça, ça relève de la troisième classe, ce qu'il appelle amour et haine. Hein. Par contre, il va introduire une distinction qui va nous intéresser aujourd'hui et qui va avoir une grande influence, c'est la distinction entre la présentation et le jugement. Et là-dessus, vous voyez le caractère inédit de Brentano, c'est que par rapport à toute l'histoire de la philosophie, bon, qui est vraiment brossée à grands traits, là, évidemment, mais il va mettre le doigt sur une distinction qui avait été totalement négligée jusqu'à lui. Il dit jusqu'à maintenant, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a une grande classe de phénomènes mentaux, cognitifs, la connaissance, les croyances, peu importe comment vous les décrivez, épistémiques, mais qui ont trait à la vérité, si vous voulez. Et moi, je vais vous dire, dans cette distinction-là, dans cette grande classe de phénomènes mentaux, en fait, il y en a deux qu'il ne faut pas confondre. C'est la présentation d'une part, le jugement d'autre part. Alors, qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre ? Rien n'est jugé qui ne soit présenté, dit Brentano, du fait que l'objet d'une représentation devient l'objet d'un jugement, qui reconnaît ou qui rejette, la conscience entre dans un mode absolument nouveau de relation avec cet objet. Celui-ci est reçu alors sous une double forme dans la conscience, d'abord à titre d'objet présenté, puis à titre d'objet tenu pour vrai ou rejeté. Tenu pour vrai ou rejeté, ça c'est le jugement. Ça répond en partie à votre question, Justine, tout à l'heure. Vous voyez que c'est l'objet ici qui est présenté, et ce n'est pas simplement l'acte, et c'est l'objet qui est jugé ensuite. Hein. C'est pour ça que je vous dis que la flèche, elle s'applique aussi à la relation intentionnelle. Donc qu'est-ce qui se passe chez Brentano ? Je vous ai dit, la présentation, c'est toujours le phénomène mental fondamental. Vous avez d'abord une présentation de quelque chose, et ensuite, vous l'acceptez ou vous le rejetez. Ensuite, c'est souvent en même temps, c'est ensuite dans l'ordre logique, si vous voulez. Hein. Ce qui est fondamental, c'est la présentation. Et pour juger quelque chose, il faut d'abord que cette chose vous soit présentée. Est-ce que vous arrivez à me dire à quoi pourrait ressembler la présentation sans le jugement ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que quelque chose vous soit présenté sans que vous l'acceptiez ou que vous le rejetiez ? Et pour compliquer un peu la question, gardez en tête que accepter, rejeter, ce n'est pas aimer ou haïr. D'accord ? Accepter ou rejeter, c'est tenir pour vrai ou tenir pour faux. Donc, est-ce qu'il y a des cas où on a des présentations d'un objet sans que cet objet soit tenu pour vrai ou tenu pour faux ?
Et vous arrivez à me donner des exemples de présentation dans le sens où Brentano pourrait l'entendre, étant donné qu'il veut la différencier du jugement. Non. Comment? Voir, alors ça pourrait être quelque chose. Ah, mais vous avez le livre de Brentano, c'est très bien, Anastasia. Le voir quelque chose, Brentano va dire, je suis content que vous l'ayez dit parce que c'est faux, mais ça me permet de préciser pourquoi c'est faux. Brentano va dire, non, la perception, c'est un jugement pour Brentano. Pourquoi? Parce qu'un jugement, c'est tenir pour vrai. Si vous voyez quelque chose, vous tenez pour vrai ce que vous voyez. D'après lui, la perception elle-même, elle affirme l'existence de son objet. Okay? Voir quelque chose, ça implique, enfin, votre perception elle-même tient son objet pour existant maintenant au moment de la perception. Donc ça fait partie de la nature de la perception, et c'est assez plausible en réalité, qu'elle nous présente ces objets comme existants. On va voir comment est-ce qu'il faut comprendre ça, mais donc la perception, c'est déjà un jugement. Donc la présentation, c'est en dessous de la perception, si vous voulez. À quoi peut ressembler une attitude, un état mental dans lequel quelque chose vous est présenté et dont vous n'affirmez pas l'existence? Oui. Alors quand quelque chose nous apparaît, oui, mais le problème c'est que ça risque de devenir vite l'apparition, la perception. D'accord? Si vous dites la couleur m'apparaît, je vois de la couleur, il faut bien distinguer ici apparition et perception. Donc en un sens c'est juste, mais ça ne nous aide pas exactement à laisser la perception en dehors de ça. Dans quel cas vous avez une présentation de quelque chose et vous, Charlotte? Très bien. Quand vous posez une question, et c'est exactement l'exemple que va prendre Brentano, vous vous représentez un contenu et vous n'avez pas d'affirmation au sujet de ce contenu. Okay? Si je vous dis... quoi? Est-ce qu'on va faire une pause aujourd'hui? Okay. Vous avez tous la représentation, la présentation de la pause. Okay. Alors elle est floue parce qu'elle n'a pas encore eu lieu et on ne sait même pas si elle va avoir lieu. Okay, mais vous voyez à quoi ça ressemblerait de faire une pause. Mais vous ne savez pas si ça existe ou si ça n'existe pas. Donc quand vous vous posez une question, vous êtes précisément dans cette situation où vous avez la présentation de quelque chose, mais vous ne savez pas encore sur quel pied danser. Vous ne savez pas si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. Okay. Donc tout jugement suppose une présentation, mais non l'inverse. Qu'est-ce que c'est qu'une présentation sans jugement? La perception, vous disiez Anastasia, non, ça ne marche pas parce que la perception contient toujours un jugement, comme je vous le disais. Vous le voyez très bien en allemand, perception, c'est Wahrnehmung. Dans perception, il y a prendre pour vrai. Okay? Donc dans la perception, vous avez déjà l'affirmation de l'objet. Les questions, dit Brentano, comme vous l'avez bien vu Charlotte, c'est l'état dans lequel on est quand on cherche quelque chose au sujet d'un objet, et ça, ce sont des états mentaux qui n'affirment pas de contenu. Okay? Alors, c'est pas juste la nature de la question, c'est une question intéressante, mais ça nous permet de sentir l'importance d'avoir une présentation avant le jugement. Et cette distinction-là, quand je vous disais qu'il y avait on était au début avant la séparation entre la philosophie analytique et la philosophie continentale, c'est une distinction que va utiliser le fondateur de la philosophie analytique, celui qui vous torture avec la logique des relations, des quantificateurs, etc., Frege. Et Frege va dire la chose suivante. Il va dire, et c'est totalement brentanien, il faut distinguer la saisie d'une pensée, dites-vous la pensée c'est ce à quoi on pense, hein, la saisie d'une idée, de la reconnaissance de la vérité de cette idée. Le penser versus le jugement. Okay? Ça, c'est exact, c'est Brentano à la lettre. Okay? Vous pouvez saisir une pensée sans encore savoir si elle est vraie. C'est l'état dans lequel vous êtes quand vous vous posez une question. Et puis ensuite, il y a l'affirmation. L'affirmation, c'est l'acte mental de dire j'y crois. L'acte, de parole de dire j'y crois. Okay? Ça, c'est un acte explicite. Ce qui nous intéresse, c'est la distinction entre le 1 et le 2 ici. Vous pouvez penser à un contenu sans encore l'affirmer. L'imagination, parfois, on dit qu'elle est aussi de ce type-là. Vous imaginez quelque chose sans affirmer que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas si net pour l'imagination parce qu'en fait, souvent, quand vous imaginez quelque chose, vous avez l'affirmation inverse que ce n'est pas le cas. Okay? C'est rare d'imaginer quelque chose et de vous dire que c'est vraiment le cas. Si je vous dis maintenant, imaginez-moi en tutu, okay,
vous rigolez bien, imaginez un tutu, mais vous voyez aussi que ce n'est pas le cas. Enfin, vous savez que ce que vous imaginez n'est pas le cas. Donc la question, c'est vraiment le meilleur exemple de présentation d'un contenu sans affirmation de part et d'autre, sans affirmation de c'est le cas, ni affirmation que ce n'est pas le cas. Est-ce que ça va sur cette distinction présentation-jugement? Est-ce que vous voyez l'idée ici? Ouais. C'est une distinction importante parce que souvent, c'est ce qu'on a en commun quand on n'est pas d'accord sur le fait, sur une apparence, pour reprendre votre expression Anastasia. Si on n'est pas d'accord sur le fait qu'il y a là une table, le point qu'on a en commun, c'est la présentation de la table. D'accord ? Simplement, donc Maureen, elle dit il n'y a pas de table, moi je dis il y a une table. Ce qu'on a en commun, c'est la présentation de la table. Simplement, moi, ce que j'ai en plus, c'est l'affirmation qu'il y a une table, et Maureen, ce qu'elle est là, c'est le rejet de la table, dans le sens l'affirmation qu'il n'y a pas de table. OK ? Ça va ? Oui ? Non ? Donc, présentation-jugement, distinction cruciale. Quand vous avez ça chez... vous avez peut-être vu ça avec, je vous le dis juste, avec le professeur Chevary-Cossette, vous avez ça chez Frege quand il dit la pensée... Penser une proposition, il écrit ça avec un trait horizontal, et affirmer une proposition, il écrit ça avec le trait couché. Hein. Ça, vous avez une assertion que P. Ça, souvent, on utilise ça comme juste une supposition. Quand vous faites des preuves en logique, vous supposez parfois une proposition. Vous avez le droit de supposer ce qu'on veut, ça fait partie des règles élémentaires de la déduction naturelle. Vous supposez toutes les propositions que vous voulez. Quand vous supposez, peut-être j'aurais dû vous dire ça aussi, supposer une proposition, c'est pas dire qu'elle est vraie. Okay ? C'est quelque chose un peu... peut-être ça va un peu plus loin que juste saisir la pensée, c'est-à-dire on va faire comme si cette proposition était vraie maintenant. On suppose qu'elle est vraie, on fait comme si elle était vraie, si elle est vraie, ça a telle conséquence, c'est une conséquence absurde, donc ça montre que la proposition est fausse. Ça, c'est la réduction à l'absurde. D'accord ? Mais là, vous avez juste considéré une proposition, vous ne l'avez pas affirmée. Okay ? Bien. Alors, de peur de trop élaborer une distinction et de vous la rendre confuse, je fais l'hypothèse maintenant que vous avez bien compris ça. On se concentre sur la présentation, puis on va parler du jugement dans la deuxième partie de cette séance. La présentation, elle est ni vraie ni fausse, pour une raison simple, c'est qu'elle n'affirme rien. Elle présente juste quelque chose. Elle ne dit pas de ce qu'elle présente que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, que son objet existe ou qu'il n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas dire d'une présentation qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Le jugement, à l'inverse, affirme de son objet qu'il est vrai ou qu'il est faux. Et ça, si vous le faites, vous courez le risque de vous tromper. Okay ? Petite précision, le jugement pour Brentano, c'est un état mental, ce n'est pas l'acte de parler, mais vous êtes parfois dans des états mentaux, c'est en gros la croyance, si vous préférez. Quand vous croyez que quelque chose est le cas, votre croyance, elle peut être fausse. Et ça implique que votre croyance, elle est un terme très important dans toute la psychologie brentanienne et post-brentanienne, elle est des conditions de correction. Une croyance, on dit que c'est un état mental qui est correct quand il est vrai. On dit souvent que la croyance, c'est un état mental qui vise la vérité. Si vous avez des croyances fausses, une croyance fausse, elle est incorrecte. Pas dans le sens où vous méritez une fessée ou vous êtes blâmable, ce n'est pas une évaluation morale, mais c'est juste une forme de normativité interne aux états mentaux qui est telle que c'est dans la nature de la croyance que de viser la vérité. Donc si elle la rate, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche avec la croyance. Okay ? Et si elle y arrive, c'est que c'est une croyance correcte. Quatrième distinction, donc la première distinction, vous l'avez vu entre la présentation et le jugement, c'est celle de la diapo précédente. Quatrième distinction, Brentano discute longuement, quand je vous dis qu'il ouvre tout un tas de questionnements ou qu'il en pose les cadres qui étaient là présents et qui vont ensuite avoir une postérité importante, la question de l'intensité des états mentaux. Et il dit, dans le cas de la présentation, la seule intensité que peut avoir une présentation, c'est l'intensité de son objet. J'arrive tout de suite, Vladimir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une présentation intense ? C'est juste une présentation d'une qualité sensible intense. Qu'est-ce que c'est qu'une qualité sensible intense ? C'est un rouge vif, par exemple. C'est un son très fort ou un son très coloré. Donc, dès que vous parlez d'intensité d'une présentation, vous parlez de l'intensité de ce qui est présenté. Et dans le jugement, ça ne va pas être ça, parce que dans le jugement, on va avoir non simplement le degré de ce qui est présenté, mais le jugement, il va avoir différents degrés de certitude. Dites-vous, si vous croyez quelque chose, vous pouvez y croire plus ou moins fort. Okay ? Vous pouvez croire
que vous aurez une pause, mais comme je ne vous ai pas dit encore si vous aurez une pause, c'est peut-être pas une croyance très certaine maintenant. Sans doute que votre croyance qu'il y aura une pause, si vous l'avez, elle est moins intense, votre certitude est moins grande que votre croyance que là, il y a une table. Okay, ça, vous en êtes sûr à 100%, j'espère pour vous, sauf si vous avez été complètement infecté par le scepticisme du professeur Chevalier-Cossette. Il n'est pas sceptique, mais des cours, de ce dont il parle dans ses cours, alors vous pouvez vous dire, non, si ça se trouve, je suis sûr qu'il n'y a même pas de table. Si vous avez lu David Chalmers, vous pouvez même être sûr qu'il n'y a pas de table, en réalité, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chances que vous soyez, comment il appelle ça, un être virtuel qui vit dans un monde qui n'existe pas, mais soit, oublions tout ça, vous êtes plus, il y a des degrés de certitude. Okay, donc le jugement, c'est quelque chose qui vient en différents degrés. Et les degrés du jugement ne correspondent pas donc l'intensité des jugements ne correspond pas à l'intensité des objets du jugement. On peut être plus ou moins sûr de quelque chose. La présentation, en revanche, elle ne vient pas en différents degrés. Vladimir. Au point 3, je n'ai pas très bien compris comment est-ce qu'on peut se tromper, que le jugement est vrai ou faux, mais si je vois la table, je sais que le jugement est vrai, que je vois la table. Il y a une table, quoi. N'oubliez pas que voir la table, c'est déjà un jugement. Hein, donc votre impression de percevoir la table, elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Vous pouvez halluciner une table. Okay, ça, c'est un jugement faux, une hallucination de table, et une perception véridique, c'est un jugement vrai pour Brentano. Quand Brentano dit que la perception, c'est un jugement, il n'est pas en train de dire, j'ouvre un peu un autre point, mais c'est important de le clarifier, il n'est pas en train de dire que la perception, elle est conceptuelle, qu'elle est comme une croyance. Okay, il est juste en train de dire, dans la perception, il y a l'affirmation de l'existence de ce qui est vu. Okay, c'est un état, ce n'est pas juste une présentation, la perception. C'est quelque chose qui vous dit, oui, c'est vraiment là, ça. C'est ça son rôle, la perception. C'est de dire, dans votre environnement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Okay, et c'est pour ça que la perception peut être fausse, enfin, que l'expérience perceptive peut être fausse. Ça va ? Donc, quatrième distinction, le jugement a différentes intensités qui sont distinctes de l'intensité de son objet. Pour autant que la présentation a différentes intensités, c'est juste l'intensité de ce qui est perçu. Okay. Et puis, cinquième différence, le jugement, il a un opposé polaire, accepté et rejeté. On va voir maintenant à quoi ça ressemble. Mais la présentation, elle n'a pas d'opposé polaire. Okay. Vous ne pouvez pas déprésenter ou... soit vous avez une présentation, soit vous n'avez pas de présentation. Mais vous n'avez pas au sein de la présentation ces deux pôles, accepté et rejeté. On aura aussi au niveau du sentiment amour et haine. OK ? OK. Alors, Brentano met le doigt sur cette distinction. Il donne les critères que je viens de vous donner là. Distinction qu'il est le premier à thématiser aussi, en tout cas aussi clairement dans l'histoire de la philosophie. Il est le premier à faire ça après des millénaires avant lui. Il faut qu'il explique pourquoi est-ce que d'autres ne l'ont pas vu avant lui. En général, si vous dites, moi, il y a une distinction, les gens ne l'ont pas vu, c'est bien que vous puissiez dire pourquoi est-ce qu'on l'a confondu jusqu'à maintenant. C'est ce qu'il fait avec ces arguments-là. Il dit une première raison pour laquelle on confond la présentation et le jugement, c'est qu'en fait, elles vont toujours ensemble. Alors, il y a le cas de la question qui est un peu à part, qui est peut-être l'exception ici, où on dit la présentation, on a une présentation sans jugement. Mais en dehors de ces cas-là, d'attitude interrogative, à chaque fois qu'on a une présentation, on a un jugement, et à chaque fois qu'on a un jugement, là par nécessité absolue, on a une présentation. Et Brentano dit souvent, quand vous avez des choses qui sont présentées ensemble, vous avez tendance à les confondre. Okay, ça, c'est je ne sais pas si c'est une loi, mais c'est une observation de sa psychologie descriptive. Quand les choses viennent ensemble, on pense qu'ils font qu'un. Un exemple qu'il donne, c'est dans le cas du toucher. Vous avez, à chaque fois que vous touchez quelque chose, vous avez à la fois une sensation de pression, puis une sensation de température. Puis vous avez beaucoup de... Dans le toucher, on inclut à la fois les sensations de pression et les sensations de température. Brentano dit, mais pourquoi il faudrait les séparer ? Le sens de la température et le sens du toucher, ce n'est pas la même chose. Le sens de la pression, si vous voulez, ce n'est pas la même chose. On les confond parce que les deux apparaissent ensemble. Mais en fait, dès qu'on réalise que c'est des qualités différentes, il faut distinguer les deux sens. Okay ? Alors là, c'est pareil à un niveau différent. Présentation et jugement, ce n'est pas les objets de la perception ici, mais c'est les attitudes, les actes. Ils vont toujours de pair, ils nous sont présentés ensemble dans la conscience interne, et donc on tente à les confondre. C'est reflété
dans notre langage. Vous vous souvenez ce que Brentano disait pour la douleur? Il disait la douleur, on a un problème, il nous manque un mot. Ici, le terme de douleur nous induit en erreur au sujet de la nature intentionnelle de la douleur. Et bien, Brentano dit la même chose ici pour la pensée, pardon, pour la distinction entre la présentation et le jugement. Il dit on a un seul verbe, penser, qui nous permet de recouper à la fois la présentation et le jugement. Donc on se dit c'est une seule et même chose. Okay, donc on se prend les pieds dans le tapis de la grammaire, du langage, de l'insuffisance de notre lexique. Donc ça conduit à l'idée commune en philosophie que la connaissance, le jugement, c'est l'acte le plus fondamental. Or non, pour Brentano, l'acte le plus fondamental, l'état mental le plus fondamental, c'est la présentation qui est différente du jugement. Ok, ça c'est juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on peut rater cette distinction entre la présentation et le jugement. Alors, quelle heure est-il? Vous êtes dans une incertitude intenable pour savoir si on va faire une pause ou pas. C'est vous qui allez décider, moi ça m'est égal. Qui c'est qui voudrait qu'on fasse une pause maintenant? On a le droit de voter qu'une fois, Claire. 3, 4, 5, 6, 7. Qui c'est qui ne veut pas de pause maintenant? Navré pour les pas de pause. Alors on fait une petite pause de 10 minutes et puis un peu plus, 13 minutes et on reprend à écart.